Hello, hello, bonjour Florence. Bonjour Claire. Alors aujourd'hui, donc on reçoit Florence Parot. Florence, je vais te laisser te présenter avec le niveau de détail que tu souhaites. Merci Claire. Alors je suis coach, sophrologue et spécialisée effectivement dans la gestion du burn-out, donc la prévention mais aussi la reconstruction. Je fais ça depuis maintenant bientôt 20 ans, tout en sachant que je suis arrivée à ça parce que j'ai fait moi-même un burn-out à l'âge de 23 ans, donc il y a plus d'une trentaine d'années. Et voilà, quand je me suis reconvertie des années plus tard, ça m'a semblé être vraiment le plus important à faire et ça s'est fait un peu naturellement finalement. Donc aujourd'hui, je continue à suivre des personnes qui sont en reconstruction de burn-out. Je vais aussi, j'allais dire, mener des actions de prévention, par exemple. J'écris des livres. J'ai moi aussi un podcast. Voilà, tout ce qui peut vraiment aider à mieux informer, prévenir et aider les personnes qui sont en burn-out ou susceptibles de l'être. Hmm. Alors ton actualité, elle est vive, hein, puisque cette semaine ou la semaine dernière, en tout cas, tu as sorti un ouvrage qui s'appelle 9 clés pour surmonter la fatigue. La première question que j'ai envie de te poser autour de ce sujet, c'est quoi pour toi la définition de la fatigue en fait? Alors effectivement, ce livre qui vient de sortir, c'était vraiment, moi j'avais envie de me focaliser autour du burn-out et puis on a redéfini avec l'éditeur autour de quelque chose qui soit plus de la prévention plus générale, mais parce que oui, la fatigue, ça peut être tout à fait un des signes, notamment qu'on est en danger, j'allais dire, hein, de burn-out. Et la fatigue, euh, il peut y avoir ce qu'on pourrait appeler une fatigue ordinaire, c'est-à-dire qu'être fatigué à la fin d'une grosse journée de travail ou parce qu'on a, je sais pas moi, couru un marathon, c'est normal. Mais où est-ce que la fatigue devient quelque chose qui doit attirer notre attention et nous dire attention, là, ça n'est pas normal. Et c'est vrai que ce livre, je l'ai vraiment voulu comme un peu un signal d'alerte parce que je trouve que dans notre société, on a tendance à banaliser la fatigue et à dire oui, non, ça va, c'est bon, je suis crevée, je suis stressée, mais tout va bien, c'est normal, je gère. Alors que justement, ça n'est pas forcément normal. Et je dirais que le signe pour moi qu'une fatigue s'installe et devient non ordinaire, c'est quand on est fatigué tous les jours ou presque. Quand on se lève le matin et que quasiment systématiquement on a déjà ces sensations de fatigue, ça c'est vraiment quelque chose qui doit alerter, surtout si ça s'installe dans le temps. Hmm. Et justement, est-ce que, d'après toi, quels sont les signes vraiment physiques, en tout cas, outre la fatigue, donc que l'on peut ressentir de manière physique, émotionnelle ou bien encore morale, mais pour être encore un peu plus précise, est-ce que tu peux nous parler de symptômes que tu as rencontrés, alors toi-même ou bien auprès de tes clientes? Alors, on va même dire client parce que moi je reçois aussi des Hmm. hommes. Alors effectivement, il y a des choses qu'on retrouve beaucoup. Alors quand on est soi-même dans cet état-là de très très proche, hein, j'allais dire de grande fatigue, très proche du burn-out, on se rend pas forcément compte, on s'en rend compte souvent a posteriori. Mais il y a des symptômes qui peuvent être effectivement physiques, hein, donc ça peut être d'avoir que j'appelle souvent les petits mots MAUX, c'est-à-dire qu'on a un peu mal ici, on a un peu mal là, ça passe, ça revient. On a l'impression que c'est pas grand-chose, mais c'est un petit peu comme le haut de l'iceberg. En fait, c'est ce qu'on arrive à sentir d'un état qui est beaucoup plus profond. Donc quand il y a comme ça des désagréments, des soucis de santé, des mal au dos, mal au ventre, des choses qui s'installent, bien évidemment, il faut y prêter attention et c'est souvent le plus courant. Cette sensation aussi dont je parlais de fatigue le matin, on se lève, on est déjà fatigué, on est déjà submergé, on est déjà tout est déjà trop. Ça c'est si c'est très souvent c'est mauvais signe. Je dirais que des signaux qui peuvent exister au niveau mental aussi, au niveau, j'allais dire cognitif, qu'on rencontre plus souvent et qui sont souvent ceux qui alertent le plus, c'est avoir du mal à mémoriser, à se concentrer,
à vraiment utiliser, j'allais dire, son cerveau comme on en a l'habitude. Et on se rend compte que ça pédale un petit peu dans la choucroute. Je me souviens d'une cliente qui me disait, ce qui m'a alertée, et c'est pour ça qu'elle est venue me voir, elle me disait, c'est qu'un matin, avant de partir au bureau, eh bien, j'ai voulu mettre ma machine à laver en route et ben, je ne savais plus le faire, alors qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton. Donc ça, c'est des signaux qui peuvent vraiment alerter et auxquels il faut faire attention. Il y a aussi des signaux qui peuvent être émotionnels. Ça peut être se mettre vraiment à être plus souvent en colère, à crier. Je me souviens d'un client qui lui me disait que ce qu'il avait alerté, c'était que quand il rentrait du travail, eh bien, il n'avait pas forcément l'impression d'être crevé, submergé, stressé, mais par contre, il se mettait à crier sur ses filles. Et il m'a dit, ça, c'est inacceptable. C'est pas quelque chose que moi, je trouve normal. Et il y a quelque chose qui se passe. Je ne suis pas dans mon état normal. Et c'est ça qui l'avait alerté. Ça peut être des crises de larmes à répétition, alors que c'est pas quelque chose d'habituel. Voilà, c'est tous ces signaux qui font que il se passe des choses inhabituelles et qui s'inscrivent dans le temps, qui doivent vraiment alerter et qu'on rencontre le plus souvent. Alors moi, je me souviens que en ce qui me concerne, j'avais des douleurs digestives, mais bon, j'avais 23 ans. Alors je dis, ah oui, bon, c'est normal, tout va bien, je suis jeune, ça va aller. Et c'est souvent ce que j'entends chez beaucoup de personnes. Alors que les signaux plus cognitifs ou émotionnels, apparemment vont alerter plus rapidement. Alors tant mieux. Alors on n'a pas forcément tous les signaux en même temps, mais s'il y en a ne serait-ce que quelques-uns, ça vaut vraiment le coup de se poser des questions. Mm. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire hein, justement quand on n'a pas encore basculé dans le burn-out réellement, en fait, en arrêt. D'après toi, sans dévoiler tout ton livre, bien évidemment, puisque tu donnes 9 clés, mais voilà, d'après toi, quelles sont les clés sur lesquelles on peut tirer le plus facilement? Alors je dirais qu'en prévention, il y a pas mal de choses à faire, évidemment. La première chose, c'est de s'intéresser à son sommeil. Est-ce qu'on dort? Parce que voilà, au niveau de la fatigue, je veux dire, si on dort pas bien, forcément, le reste va pas servir à grand chose. Est-ce qu'on dort suffisamment? Là encore, si on est fatigué en se réveillant le matin, c'est certainement qu'il n'y a pas assez en quantité ou en qualité de sommeil. C'est vraiment quelque chose à aller regarder de près et pas se dire non, le sommeil c'est du temps perdu. J'entends énormément de personnes me dire ah mais non, mais de toute façon j'ai pas le temps de dormir. Stop, c'est la chose la plus importante pour que le reste puisse bien se passer, pour qu'on puisse fonctionner correctement. Et on n'a pas tous besoin du même nombre d'heures de sommeil, donc c'est vraiment une chose à aller voir de très près pour être sûr d'avoir une récupération suffisante. Alors la récupération, c'est le sommeil. Ça peut aussi être des pauses régulières, voire des siestes si c'est possible. Là encore, pas n'importe comment, mais en tout cas avoir ces espaces de récupération, de recharge de la batterie. Et ça, c'est vraiment la base. S'il y avait une seule chose à aller mettre en place, c'est vraiment ça. Parce que on vit dans un monde où on a tous tendance à être tout le temps dans l'action. On enchaîne, alors quand c'est pas deux ou trois choses en même temps, en plus, hein, c'est vraiment une habitude, de mauvaise habitude qu'on prend. Le but, c'est effectivement le plus souvent possible une seule chose à la fois, et c'est surtout d'avoir des espaces où on peut se poser, récupérer. Alors récupérer, c'est pas forcément rien faire, mais en tout cas avoir un moment où on peut régénérer le cerveau, le corps, tout notre mode de fonctionnement. On n'envisagerait pas d'utiliser notre téléphone portable sans l'avoir rechargé. S'il était à 1%, on se dirait pas, il va faire la journée. Et ben pourtant, on a tendance à considérer que notre corps et notre cerveau peuvent faire la même chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors je parlais de téléphone portable, il y a aussi tout ce côté déconnexion. Hein, vraiment apprendre à ne pas être constamment sur le téléphone, constamment branché, constamment connecté, constamment avec des alertes qui sonnent, etc. Parce que ça épuise le système nerveux très 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 vite. Connaître ses limites, bien sûr, et aussi un bon conseil. Alors c'est pas évident, mais ça vaut vraiment le coup. On n'est pas tous fait pareil, donc c'est apprendre vraiment à savoir qu'est-ce qui est important pour nous. Par exemple, moi je travaille pas bien le matin tôt, donc voilà, je m'organise, ma journée elle est décalée. C'est des petites choses, mais je me rends compte que sinon je pourrais pas travailler correctement, alors que là je travaille de façon extrêmement efficace. Donc c'est vraiment voilà, savoir gérer sa juste énergie, savoir gérer j'allais dire son emploi du temps, mais dans le sens se connaître, savoir ce qui est bien pour nous, ce dont on a besoin.
Euh, voilà, il peut y avoir plein d'autres choses, mais c'est vrai que c'est déjà ces conseils-là, s'ils sont mis en place, faire des pauses, régénérer, se connaître, déconnecter, déjà, ça peut aller loin. Et c'est des conseils de prévention, mais quand on se remet d'un burn-out, il faut aussi apprendre à faire ça pour pouvoir ne pas y retourner. Et justement, qu'est-ce que tu dirais à ces femmes qui nous écoutent, en tout cas, qui elles sont peut-être plus en phase de reconstruction, donc elles sont en arrêt. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, comme bonne pratique pour se reconstruire et pour sortir de là, en tout cas? Alors, ce que je vois manquer le plus souvent, c'est le fait de s'occuper de son corps, de sa vitalité, de son énergie corporelle. Par rapport à il y a, allez, 18 ans, puisque ça fait 18 ans que je fais ça, euh, où les personnes que je voyais n'avaient, à part leur médecin traitant, n'avaient vu personne. Aujourd'hui, la plupart des personnes que je reçois ont vu au moins un psy. Souvent. C'est une très belle évolution. Mais tous, à 99,99%, oublient que le burn-out, c'est pas uniquement le côté psychologique, voire le côté cognitif, c'est vraiment dans le corps. Et c'est fondamental de commencer par là. Parce qu'effectivement, tant que le corps ne se sera pas remis, le cerveau ne pourra pas fonctionner normalement, puisque le cerveau se nourrit comme le corps des mêmes choses, et même très gourmand en énergie d'ailleurs. Donc, aller travailler par exemple avec un psy ou avec un coach, c'est super, mais il faut commencer par être en capacité de le faire et en capacité de retrouver de l'énergie. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de s'occuper de son bien-être, j'allais dire corporel, physique, physiologique. Bien sûr, ça passe par le repos, ça c'est sine qua non, mais c'est pas suffisant. Se reposer est indispensable, mais n'est pas suffisant. Donc c'est aller consulter quelqu'un comme un médecin spécialisé en médecine fonctionnelle ou un naturopathe ou un praticien de médecine chinoise, par exemple, quelqu'un qui va aller travailler avec vous sur la nutrition, éventuellement sur des compléments alimentaires, de la phytothérapie, des choses comme ça. Tout ce qui peut venir vraiment régénérer le corps profondément. Le corps, il a été vraiment négligé, il a été presque entre guillemets affamé, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, il n'a pas eu suffisamment d'énergie profonde pendant des années. C'est pas simplement, entre guillemets, en se reposant, qu'il va pouvoir recharger les batteries profondément et durablement. Donc ça, c'est vraiment la première étape indispensable avant de faire toute autre chose, c'est de s'occuper de récupérer physiquement. Après, on peut aller vers d'autres choses, on peut aller effectivement voir un psy si on en ressent le besoin, on peut aller s'occuper de tout ce qu'il y a à faire, j'allais dire, autour du burn-out, qui est d'aller travailler sur connaître ses limites, sur connaître ses valeurs, sur la façon dont on conçoit le travail, etc. Ça, que ce soit avec un psy, avec un coach, avec un sophrologue, et surtout tout l'aspect gestion du stress, parce que le burn-out est l'aboutissement d'un stress chronique qui n'a pas été effectivement reconnu. Et donc, aller vers des techniques type la sophrologie, le yoga, la méditation, etc. On peut trouver tout un tas de techniques, mais qui permettent de gérer son stress, de gérer son système nerveux avec beaucoup plus de souplesse et de savoir-faire. C'est des choses simples, mais qui peuvent vraiment, vraiment tout changer. Ça peut changer les choses au niveau du sommeil, au niveau de l'angoisse, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de crises d'angoisse en burn-out, au niveau de la gestion de la douleur, au niveau après de sa gestion à soi, tout simplement, au quotidien. Donc pour moi, ça c'est, il y a plein de choses à faire, hein, mais c'est vraiment trois piliers indispensables. Hmm. Ouais, je te rejoins complètement dans le fait de se reconnecter à son corps, parce que pour ceux qui ont vécu un burn-out, bien souvent, on est quasi à 100% dans la tête. Et en fait, il y a comme deux parties, la tête
le corps. Et en fait, on ne fait pas attention à lui. En fait, on le sous-estime. C'est même un point diminuant, un point bloquant, un point limitant. Et c'est vraiment dans la reconstruction de se réconcilier justement avec son corps, d'avoir le juste équilibre. On parle d'équilibre hein, souvent pro et perso, mais il y a aussi en fait vraiment intérieurement en tout cas d'avoir cette reconnexion et cet équilibre tête et corps et cœur. Je rajouterais presque aussi parce que il y a des choses aussi du côté de son cœur et de ce qu'on a besoin d'écouter. Donc complètement d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'on peut y trouver d'autre comme pépite dans ton livre? Alors, alors, il y a bien sûr plein de conseils, hein. Il y a, j'allais dire, entre guillemets, des explications. Des fois, c'est vraiment bah, comment on fonctionne, pourquoi est-ce que ça c'est important. Mais il y a beaucoup de trucs pratiques. Alors, moi, de mon côté, j'apporte à la fois des outils du quotidien et puis des outils sophro. Et puis, j'ai fait appel à 9 expertes qui sont donc chacune spécialisée dans une discipline différente, hein, naturopathe, homéopathe, médecin, coach, psy, etc. Et qui vont dans chaque chapitre amener un petit bonus, un petit plus avec des conseils très spécifiques dans leur domaine de compétences, qui fait on est arrivé à un livre très riche avec des conseils vraiment qui viennent de plusieurs directions pour pouvoir aider justement à être mieux complètement, hein, comme tu disais, pas juste le corps ou la tête, mais vraiment cet équilibre complet finalement de tout notre être. Hmm. Et puis Florence, tu as aussi une école, hein, enfin, je crois me souvenir. Tu formes aussi voilà, des médecins au burn-out, en fait. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là? Alors effectivement, j'ai créé la Burnout Academy parce que au bout d'années et d'années de pratique et de formation, puisque je forme notamment des sophrologues depuis des années sur le sujet, je me suis rendu compte qu'en fait, aucune profession n'a vraiment de formation sur le sujet, hein, qu'on soit coach, sophrologue, psy, médecin, etc. Eh bien, en fait, aucun d'entre nous n'est formé sur ce sujet. Et il m'est arrivé d'avoir dans les personnes que je formais des médecins, des psy ou autres qui me disaient mais en fait merci parce que je ne savais pas tout ça. Et ça m'a vraiment interpellée. Et j'ai créé donc la Burnout Academy qui est en fait une formation en ligne en live hein, pour les professionnels, qu'ils soient médecins, qu'ils soient psy, qui soient praticiens de méthodes complémentaires, qui soient assistantes sociales, et aussi toutes les personnes qui sont en entreprise, comme les RH ou tous ceux qui peuvent être justement responsables, j'allais dire, du mieux-être hein, de leurs collègues. Eh bien, toutes ces personnes, on les forme en fait au sein de l'académie, justement sur ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est vraiment que le burn-out sous tous ses aspects? Alors je fais pas ça seule, hein, je suis entourée d'une équipe de spécialistes, médecins, neurobiologistes, psychologues du travail, et ensemble, chacune sur nos aspects spécifiques, on apporte vraiment cette formation de connaissances profondes, détaillées et transversales sur ce sujet. Parce qu'il existait quelques formations, par exemple pour des coachs ou pour des psys, ou ce que une ou deux de mes collègues et moi nous faisons avec les sophrologues sur le burn-out. Mais là, vraiment, le but, c'est de s'adresser à tous les professionnels qui sont susceptibles de travailler avec quelqu'un ou de recevoir quelqu'un qui est en burn-out ou qui est très très proche, et pour aller vraiment apporter des connaissances médicales, physiologiques, neurologiques sur ce sujet-là, psychologique, etc., pour vraiment savoir quoi faire. Donc il y a une formation centrale pour tout le monde, transversale, ça aussi j'y tiens beaucoup. On est vraiment en mode santé intégrative, c'est-à-dire que le but c'est aussi d'apprendre à travailler tous ensemble sur ce sujet-là parce que c'est indispensable. Aucun d'entre nous ne peut tout faire seul. Voir une seule personne quand on est en burn-out, ce n'est pas suffisant. Il manque forcément quelque chose. Et ça, nous, du côté pro,
Il faut aussi qu'on soit conscient qu'on ne peut pas tout faire seul, on est obligé de fonctionner en équipe. Donc il y a vraiment cet aspect-là. Et puis il y aura en tout cas à partir de l'année prochaine des modules spécifiques pour les métiers. Ben, une fois qu'on a ces connaissances fondamentales sur le burn-out, concrètement, qu'est-ce qu'on fait en tant que sophrologue, coach, psy, RH, etc., médecin, pour vraiment pouvoir accompagner la personne au mieux dans à la fois une très bonne compréhension du phénomène et une compréhension vraiment précise de ce qui peut être fait et par qui. Mhm. Beau programme en tout cas. En mot de la fin, Florence, qu'est-ce que tu dirais à ces femmes qui nous écoutent, qui sont dans la tornade, voilà. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais, on peut s'en sortir, c'est possible, parce que j'entends encore trop de personnes me dire, ben voilà, ça fait des années que je suis en burn-out, je m'en sortirai jamais. Non, c'est faux. Bien sûr, il faut savoir quoi faire, mais on s'en sort et on s'en sort même très bien. Mais pour cela, il est indispensable de mettre en place les bonnes actions, de travailler avec les bons interlocuteurs. Et effectivement, ça demande de s'accrocher un peu. Je sais que c'est très dur. C'est vraiment des moments de vie très compliqués. Mais accrochez-vous parce que ce qu'il y a derrière, c'est magnifique. Mhm. Un grand merci Florence pour ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Je t'en prie, Claire. Bye bye.